Et si nous n'étions pas condamnés à la lutte perpétuelle? Bonjour à tous. Eh oui, la lutte n'est pas inéluctable. Tout dépend de notre état de conscience. Son origine vient en premier lieu de notre sentiment de séparativité. Je suis un élément distinct du reste du monde et donc, comment vais-je faire pour sortir mon épingle du jeu? La lutte permet de mettre en avant nos différences de façon valorisante, comme en nous prouvant que nous sommes du côté du bien. Et c'est ce qui est le plus recherché, même si certains se valorisent en représentant consciemment le mal, mais là, c'est beaucoup plus rare. On pourrait dire que derrière tout cela, c'est la lutte fondamentale du bien contre le mal inscrite dans l'inconscient collectif. Et plus ou moins consciemment, si on est du côté du bien, on imagine mériter une vie plus riche, plus agréable et abondante matériellement. Mais notre vision peut être facilement déformée. Par exemple, dans toutes les guerres, les différents protagonistes ont toujours l'impression d'être du côté du bien, alors que leur ennemi, lui, est forcément le représentant du mal. C'est la même chose en politique. La lutte de la droite contre de la gauche, des extrêmes contre les autres, et tous revendiquent une vision bénéfique pour la société. Mais en fonction des points de vue, un parti sera reconnu comme étant dans le bien, alors que pour d'autres, ce sera presque l'incarnation du mal. Cette distorsion est aussi visible dans le monde économique. Les dirigeants d'entreprise et leurs actionnaires se représentent dans le bien, car donnant du travail aux classes inférieures, alors que beaucoup de salariés estiment l'inverse, se sentant exploités par la classe dirigeante. Et là, on se rend bien compte que la vision de chacun est le plus souvent que très peu objective. La recherche étant de se prouver que nous sommes du côté du juste pour pouvoir rejeter ou profiter avec bonne conscience d'une partie de nos semblables. Mais au-delà de cette vision manichéenne, la lutte est bien souvent là pour affirmer une sorte de supériorité. Donc, qu'elle soit physique, intellectuelle, morale et même sensible, quand on a soi-disant une plus grande ouverture du cœur que les autres. Ça se loge partout. Le problème de ce mode de fonctionnement est qu'il entretient la dualité gagnant-perdant. Et l'on peut bien voir à notre époque son côté néfaste. Il faut de plus en plus de perdants pour un nombre de plus en plus restreint de gagnants. En effet, dans notre société, la classe moyenne se réduit de plus en plus. Il devient plus difficile d'accéder à la propriété. C'est sans comparaison avec la période entre les années 70-2000, voire 2010. Et dans le même temps, les ultra-riches deviennent de plus en plus riches malgré la crise économique. Pendant longtemps, la lutte, la concurrence ont été vues comme quelque chose de stimulant, avec même l'idée que cela pourrait être valable pour le plus grand nombre. Mais aujourd'hui, cette idéologie montre le contraire. Que cela soit au niveau du vivre ensemble, qu'au niveau économique ou éducatif, et même la santé est impactée par ce stress permanent. Ce résultat est logique, même si contre-intuitif pour beaucoup. Cet aspect lutte est directement lié à une conscience séparatiste. Et si une personne prend plus qu'il lui faut, plus que les autres, cela l'enlève obligatoirement à quelqu'un, quelque part. Et on peut voir cela comme des échanges énergétiques, positifs et négatifs, qui finissent par se matérialiser par des déséquilibres. Une difficulté est que les luttes ne sont pas forcément visibles, comme lors d'une guerre ou, à une moindre échelle, dans une altercation directe avec une personne. Il y a des luttes plus sournoises, comme quand nous cherchons à mobiliser le plus d'intentions dans un collectif, quand nous voulons absolument convaincre ou prouver que nous avons raison. Et cela, forcément, au détriment des autres, qui auront moins de place pour s'exprimer et pourront même se sentir dévalorisés. Une expression française parle de tirer la couverture à soi. Et avec cette image, on visualise bien la personne à côté qui se retrouve toute découverte. Et la difficulté est que dans un sens, ça nous semble naturel et presque inévitable. Ça commence dans les fratries, quand il faut partager ses jouets et ses bonbons. Et là, en réalité, ça peut plutôt ressembler à la lutte fratricide, où souvent c'est le plus fort ou le plus âgé qui gagne, quand ce n'est pas le petit dernier qui est favorisé par un parent.
Après, à l'école, c'est la même chose qui continue. Avec en plus la lutte pour les meilleures notes. Être le meilleur ou dans les meilleurs est valorisé. Mais quand ce n'est pas le cas, ça nous diminue. Et cette logique se poursuit bien souvent avec le sport, la compétition. Mais si tout cela permet de mettre en avant les plus adaptés ou développés pour ce système, les autres, eux, sont mis de côté ou dévalorisés. Et même tout simplement ignorés. Puis adulte, ça se poursuit avec le besoin d'argent pour pouvoir se réaliser et être reconnu. C'est bien visible dans le monde du travail, mais parfois aussi au sein des couples et même des familles. Ça pousse des personnes à profiter de leurs atouts, de leurs aptitudes spécifiques au détriment des autres pour pouvoir prendre le pouvoir et éventuellement les utiliser. Après tout cela, s'exprime à différents niveaux et on peut même vivre plus ou moins les deux simultanément. En étant sous la domination de quelqu'un ou de quelque chose de supérieur dans la société et être soi-même le dominant à un autre niveau. On peut voir qu'il n'est pas facile, voire impossible d'échapper à ce mécanisme de lutte tant que nous sommes dans cette conscience individualiste et séparatiste. Regardons maintenant de plus près qu'est-ce qui stimule ce mode de fonctionnement qui n'est en réalité ni bien ni mal, mais le résultat donc de cet état de conscience. On peut distinguer 3 grandes lignes de force directement liées à l'ego ou à notre petit moi. La première est la peur activée par l'instinct de survie. Pour tenter d'échapper à la peur, certains utilisent la lutte pour chercher à installer leur supériorité sur les autres afin d'avoir des avantages ou des privilèges, en gros, plus d'argent. C'est une stratégie pour assurer ses arrières en cas de coup dur, mais cela prive les autres d'une certaine forme de sécurité possible si tout était mieux réparti. Pour d'autres, la lutte est justement focalisée sur l'abolition des privilèges, pour ne pas rester dans le camp des défavorisés et chercher à s'assurer, un avenir moins incertain. La seconde source est le désir stimulé par l'émotionnel. Ce désir s'est énormément développé en quelques générations. Le problème, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et on doit se prouver une fois de plus que nous méritons bien ce que nous désirons. L'argent est toujours le moyen. Après la croyance qui nous met à l'abri, il permet d'assouvir nos désirs matériels. Le désir est le stimulant majeur de l'humanité à notre époque. Pour beaucoup, la vie n'a de sens que s'ils peuvent consommer, acheter des biens ou encore voyager. Pour finir, la troisième source est mentale, avec la recherche de supériorité intellectuelle. Elle permet de valider le bien fondé de sa vision du monde et donne l'impression de faire partie d'une certaine forme d'élite qui mérite bien d'être favorisée. Après, tout cela peut prendre différentes formes avec différentes intensités. Et on a tous pu observer des personnes qui n'hésitent pas à jouer des coudes ou même à marcher sur les autres pour monter dans l'échelle sociale. Dans tous les domaines, le fait de vouloir gagner toujours plus biaise complètement les rapports humains et la notion de respect en prend un sacré coup. Cela se matérialise aussi dans les services de l'État, comme dans le monde hospitalier, la justice, l'éducation. Tous ces secteurs semblent à l'agonie, tous donnant l'impression de perdre les valeurs fondamentales qui étaient à l'origine. Dans le secteur privé, c'est la même chose. L'intelligence est mise au service de toujours plus de profits, même si l'on baisse la qualité. C'est presque général, mais maintenant, on peut dire que ça se voit vraiment. Au début, ça passait un peu inaperçu. Tout le monde était content car la concurrence fait baisser les prix. Mais au fur et à mesure, la dégradation qualitative devient évidente. Mais bon, après ce constat, voyons comment sortir de ce schéma. Pour commencer, il faut ressentir une forme de lassitude envers ces luttes et ces inégalités. Avec l'émergence de la conscience d'ensemble, il devient de plus en plus évident que nous sommes tous liés, tous un. Et là, notre seul bonheur personnel n'a plus sens, d'autant plus s'il est au détriment des autres. Mais ce n'est pas si simple. Il va falloir transmuter toutes ces vieilles habitudes collectives qui sont la peur, le désir et la recherche de pouvoir.
Transmuter et non lutter. Sinon, on renforce la séparativité. Et nous risquons même de renforcer ce contre quoi nous luttons en mobilisant, on pourrait dire, son instinct de survie. Par exemple, beaucoup de personnes luttent contre leurs addictions, qu'elles soient alimentaires ou en lien avec l'alcool ou des drogues, même sexuelles. Et elles n'arrivent pas à s'en sortir. Les périodes d'abstinence donnent le plus souvent lieu à des rechutes avec de nouveaux excès. Par exemple, il est bien connu que la succession de régimes frustrants mène souvent à des prises de poids sur du long terme. Transmuter est possible quand nous faisons appel à la lumière de l'âme et de l'esprit. C'est en mettant du sang sur nos compulsions que nous pouvons commencer à nous en libérer. Connecté au vécu unitaire de l'âme, il devient naturel de prendre de plus en plus en compte les autres en cherchant une forme d'harmonie. Par exemple, pendant longtemps, il a fallu interdire de tuer son prochain sous peine de différents châtiments, que ce soit les religions ou toute autre autorité. On luttait contre les pulsions meurtrières, souvent avec violence. Mais force de constater que ce n'était pas vraiment un frein. Le réel frein vient de la conscience de chacun. À un moment de notre évolution, il devient impossible, impensable d'ôter la vie. Plus besoin d'être surveillé ou d'avoir peur de la justice. Le respect de la vie devient une évidence et n'est plus négociable ni soumis aux réactions émotionnelles. Une fois de plus, donc, pour ne pas lutter à l'extérieur, transmutons à l'intérieur de nous-mêmes avec la conscience que nous sommes le tout. Comme base de travail, donc pour ceux qui le souhaitent, il est recommandé de s'atteler à la transmutation de 9 aspects nocifs de l'humanité. Après, à chacun, en fonction de qui il est, de voir ce qu'il a besoin de transmuter, tout en gardant à l'esprit que ce travail sert l'ensemble. Ces 9 aspects sont répartis dans nos 3 corps les plus denses, donc physique, émotionnel et mental. Les 3 premiers, au niveau physique, sont notre rapport à la sexualité, quand elle est déviante, obsédante, au pire, dans le non-respect de l'autre comme dans les viols. Notre rapport au confort, quand il nous pousse à l'indolence pour éviter tout effort physique, sensible ou intellectuel. Et pour finir, notre rapport à l'argent, quand il devient un but et non un moyen, ou que nous sommes dans une accumulation excessive. Ensuite, les 3 au niveau émotionnel. Donc les peurs, surtout quand elles sont imaginaires, et seule la raison peut les apaiser. La haine, qui est le plus grand rempart à l'amour et qui déforme complètement la vision de celui qui est sous son emprise. Et le dernier, l'ambition, qui pousse si facilement à marcher sur les autres. Finissons maintenant avec les 3 au niveau mental. L'orgueil, qui pousse souvent à rabaisser les autres et à être centré exclusivement sur soi. Le séparatisme, qui empêche de découvrir l'unité derrière les aspects formels et qui de plus est souvent source de conflits. Et pour finir, la cruauté mentale, qui est mise en avant dans des films, des séries et même des reportages, et donc qui doit bien entrer en résonance avec certains. Tout ce travail de transmutation est possible à partir du moment où nous reconnaissons un déséquilibre en nous. Mais attention, nous sommes très forts pour nous voiler la face. Ce travail bannit toute lutte. Il requiert de l'amour qui s'exprime à travers discernement, sensibilité et volonté, tout cela accompagné de patience. Ce chemin de transmutation prend déjà du temps de façon personnelle. Alors au niveau collectif, c'est évidemment encore plus long. Mais l'essentiel est de garder le cap, sans perdre de vue la tolérance, soutenue par la compréhension aimante. Retomber dans la lutte, que ce soit contre nous ou contre les autres, est si vite fait. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et surtout ne pas oublier que notre meilleur antidote est l'amour. L'amour qui nous permet de ressentir, même de façon fugace, notre unité commune et qui parfois est aussi évoqué comme raison pure, permettant d'avancer dans ce grand plan collectif. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On vous souhaite de belles transmutations et au mois prochain avec le thème « Notre karma collectif ». À bientôt.